Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire un extrait d'un roman de Didier Bloch, Le Cheveu. Alors on découvre Clotaire, c'est un homme oisif, solitaire, il vit dans une grande maison en banlieue parisienne, c'est un héritage. Un matin il découvre un cheveu blanc dans sa cuisine, il le range précieusement. Pourquoi il ne sait pas. Puis plus tard, ce sont ses affaires qu'il retrouve pliées alors qu'ils étaient jetés à même le sol. Puis il retrouve encore un cheveu. Il se passe des choses assez étranges dans sa maison. Il entend du bruit dans son débarras à l'étage. Alors il décide de filmer sa maison car il se demande s'il est bien seul. Chapitre second. Contact. Ce matin-là, rentrant de son jogging, Clotaire prit, comme d'habitude, une douche et avait filmé son linge trempé en vrac sur le parquet. Depuis bientôt 5 jours, il filmait tout ce qu'il dérangeait ou déplaçait. Et depuis 5 jours, rien n'avait bougé. Voilà qui le rassurait sur son état mental. Mais, car il y a toujours un mais, quelque chose clochait dans la maison. Il ne savait pas l'expliquer, mais il sentait une présence dans ses murs. Soit aucun objet n'avait bougé tout seul. Pas de meubles ou de parquet qui grincent sans raison. Pas de bruit de chaîne dans les couloirs vers minuit, mais il ne se sentait pas seul. Et ça le dérangeait. On ne peut pas dire qu'il avait peur, mais un peu tout de même. Il en avait parlé à son amie Clarisse. Elle connaissait bien le problème, travaillant à l'institut médico-légal de la ville et vivant avec un croque-mort. Mais surtout, ils étaient suivis tous les deux, elle et son mari, par un psychologue depuis de longues années. Oui, ils avaient connu ce sentiment de vivre avec des fantômes. Ne t'inquiète pas, Clotaire, ça va te passer. Tu vis seul depuis trop longtemps, voilà pourquoi. Mais j'aime bien vivre seul et cela fait des années que ça dure, donc. Ne m'as-tu pas dit tout à l'heure avoir pensé à un toboggan pour des enfants dans ton jardin? Si, mais. Eh bien, tu vois, inconsciemment, tu ne veux plus être seul. Bon, je te laisse, j'ai du boulot là. À plus. Cette conversation de la veille lui trottait dans la tête et ne le rassurait pas pour autant. Il se rappela le conseil qu'elle lui avait donné. Sors de chez toi. D'accord, mais pour aller où? Tous les matins, il courait ses 5 kilomètres. Il croisait du monde. Soit, il ne leur parlait pas, mais il les croisait. C'était déjà pas mal, non? Ah oui, il parlait à la boulangère 2 fois par semaine quand il allait chercher son pain. C'était bien, non? Sortir. Mais pour aller où, franchement? Il faisait ses courses par Internet et ça lui allait bien comme ça. Vraiment. Il avait beau chercher, il ne voyait pas quoi faire pour sortir. Et en avait-il vraiment le temps? Il était sur la rédaction d'un roman. Soit, cela faisait 6 mois qu'il n'avait pas écrit une page. Mais imaginez, si l'inspiration venait quand il était à l'extérieur. Ah, en même temps, cela ressemblait à un prétexte. Et puis, il eut une idée fulgurante. Le musée d'Orsay. Voilà des années qu'il n'y avait pas mis les pieds. Là, oui, c'était une bonne raison de sortir. Habillé correctement, pour une fois depuis longtemps, il plongea dans l'enfer du métro parisien. Cloques, de bruit et d'odeur, de mouvements de foule et de tintamarre musical. Si le monde bougeait, le métro parisien faisait de surplace. Il ne fut pas mécontent d'en sortir et de marcher dans les rues de la capitale. Plutôt que d'endurer cette torture plus longtemps, il était descendu à la station Aubert et avait marché jusqu'au musée. Une bonne petite trotte, mais moins pénible que l'enfermement, avec des inconnus aux airs de zombies. C'était un sentiment étrange que de se retrouver entouré de monde. À sa mort, lorsqu'il mettait le nez dehors, c'était toujours à des heures de bureau, ou très tôt le matin, genre 6h30. En milieu d'après-midi, c'était bien aussi, surtout la semaine, quand la majorité des habitants étaient au travail, sur Paris. Mais bon, c'était 2 voire 3 fois par semaine au maximum. Le week-end, c'était sortie interdite. Ils étaient tous à déambuler le long de la ligne de RER, sous les platanes ou bien dans les squares à proximité, avec leurs gosses la plupart du temps. Ah non, le week-end, c'était réclusion devant la télé ou la page blanche. Donc, là, perdu au milieu de la foule, c'était un choc. Ça n'a l'air de rien, mais arriver à marcher entre des personnes inconnues qui ne vont pas à la même vitesse que vous
et pire, qui vont à contresens, le tout sur une surface délimitée que l'on appelle trottoir, c'est un métier. Et il avait perdu cet art de se faufiler à vitesse constante. Après quelques chocs épaule contre épaule, cela finit par revenir un peu. Et puis, dans l'art de marcher parmi la foule, il y a l'art de s'arrêter devant les vitrines. Ah, ça lui a valu quelques collisions. Pas très grave, rien qu'un pardon, excusez-moi, ne puisse se réparer. Et c'est en regardant une de ces vitrines qu'il la vit derrière lui. Le reflet de cette vieille dame d'un autre temps qui le regardait, sans sourire, mais fixement. Lorsqu'il se retourna, il n'y avait personne. Et pourtant, elle était de nouveau dans le reflet. Et de rechef, lorsqu'il tourna la tête, il n'y avait personne, si ce n'étaient les passants. Puis elle disparut du reflet. Clotaire était en sueur. Le temps, bien sûr, mais aussi cette angoisse, cette sensation de perdre les pédales, de perdre sa maîtrise. Il décida de hâter le pas jusqu'au musée. Peu importaient les carambolages, il voulait se changer les idées. Il arriva au musée par l'esplanade. Les statues de bronze étaient toujours imposantes, surtout le cheval se cabrant sur la herse. L'accueil au guichet lui fit penser qu'il avait bien fait d'imprimer son billet avant de partir. Et cette entrée surplombant la grande salle des statues, il adorait. D'un coup d'œil, vous aviez le must de la sculpture devant vous. Bien que ces merveilles accaparassent son esprit, il y avait toujours un coin de son cerveau qui pensait à la vieille dame. Et sans cesse, malgré lui, il la cherchait parmi les visiteurs. En regardant les tableaux de Toulouse-Lautrec, de Renoir ou encore Monet, il reconnut l'habillement de son fantôme. Fin XIXe siècle. Ce fut encore plus probant quand il vit la statue de plâtre peint de Leonetto Capiello, représentant une dame de la bourgeoisie de 1899. C'était le même style de vêtements, en noir. Au lieu de se changer les idées, il y pensait de plus en plus. Il monta dans les étages pour arriver à l'horloge et la cafétéria. Il n'eut pas à attendre trop longtemps pour s'y asseoir et boire un chocolat. Le brouhaha lui faisait mal à la tête et l'empêchait de réfléchir calmement. Trop de monde autour de lui. La tête commençait à lui tourner. Il se leva et se dirigea vers l'horloge, immense. À travers, il voyait Montmartre et le Sacré-Cœur, et dans le reflet, la vieille dame. Il se retourna vivement, trop vivement. Il eut un éblouissement et s'écroula sur le sol. « Ça va, monsieur? Vous m'entendez? Me voyez-vous? Hochez la tête, si oui. » Il opina du chef, sans grande conviction. Il regarda autour de lui et vit des cartons de partout. Je suis où? Dans la remise de la librairie. On vous a transporté ici car vous avez fait un malaise. Vous vous souvenez? Oui, oui, la vieille dame. La vieille dame? Une amie à vous? Non, non, laissez tomber. Je voudrais rentrer chez moi. Ce n'est pas prudent. On a appelé les pompiers, ils arrivent. Oh non! Clotaire resta allongé sur une couverture jusqu'à ce que les pompiers, après lui avoir pris la tension, lui disent qu'il pouvait soit aller à l'hôpital, plus prudent, soit rentrer chez lui. Mais pas seul. Il choisit la deuxième solution, après avoir fait appeler un taxi et qu'un agent de la sécurité lui accompagnait jusqu'à la porte du véhicule. Il ne se sentait pas très bien, fatigué, épuisé et surtout, il avait le cerveau en vrac, incapable de mettre de l'ordre dans ses idées. Une fois à la maison, il s'allongea sur son lit. Il ferma les yeux, priant que la vieille dame ne vienne pas le tirer par les pieds. Il s'endormit. Au réveil, l'aube pointait à peine. Clotaire se sentait mieux, en forme même. La vision de cette vieille dame l'avait quitté et il était affamé. Dans la cuisine, il ne constata aucun dérangement de vaisselle ou de torchon. Tranquillement, il prépara son déjeuner et le porta sur un plateau dans le jardin. La chaleur était douce en cette fin de juillet. Assis sur le perron, il regardait le soleil poindre en dégustant ses tartines. Bien malgré lui, il se remémorait sa sortie d'hier, son appréhension de la foule, la vieille dame et le musée, puis son évanouissement. Aucun doute.
Il n'était pas prêt de ressortir. Sa vie sociale se déroulera désormais entre son jardin et les rues de Saint-Maur. Son ami avait beau penser qu'il souhaitait de la compagnie sans le savoir, consciemment il n'en voulait pas. Il serait inapte dorénavant à la vie avec autrui. Et ça l'arrangeait bien. Ses poissons rouges et ses quelques contacts lui suffisaient amplement. Enfin, un demi-soleil rouge pointa au-dessus de son portail, et les oiseaux commençaient à chanter. Un poisson rouge sauta dans la fontaine. C'était bien la première fois qu'il voyait cela. Peut-être était-ce tous les matins. À l'avenir, il se lavera avant l'aube. Malgré le spectacle magnifique, il ne put s'empêcher de penser au fait qu'il avait des visions et qu'il ne se sentait plus seul nulle part, sans cesse observé. Et s'il avait une tumeur au cerveau? Il se leva en vitesse, abandonnant le soleil, les poissons et les oiseaux pour se précipiter sur Internet. Les sites étaient nombreux, et ils disaient tous la même chose en ce qui concernait les symptômes. Vomissements, maux de tête, nausées, troubles de la vision et épilepsie. Il n'avait rien de tout cela, juste quelques cheveux abandonnés et une vieille dame. Soit il s'était évanoui quelques secondes, mais c'était plus l'ambiance du musée, la foule, le bruit qu'autre chose. Cela ne l'empêchera pas de demander des examens à son médecin, sait-on jamais. Il retourna à la cuisine pour ranger le plateau qu'il avait négligemment posé sur la table. Il n'y était plus. Tout était parfaitement nettoyé et rangé sur la paillasse de l'évier. Bon sang! Pourquoi n'avait-il pas filmé ça aussi? A-t-il fait la vaisselle avant d'aller dans son bureau? Non. Mais comment en être certain? Là encore, il se remémorait être entré précipitamment dans la cuisine, posé le plateau et filé sur l'ordinateur du bureau. Il était tellement préoccupé par cette histoire de tumeur, mais il avait les mains sèches. Il n'avait donc pas touché l'eau. Bof. Il peut très bien s'être essuyé les mains au torchon. D'ailleurs, celui-ci est mouillé. Oh bordel, cette journée commence bien, pensa-t-il tout haut. Je ne sais pas qui vous êtes, mais s'il vous plaît, arrêtez de faire la vaisselle à ma place. Si vous pouviez aussi choisir une autre maison, ça m'arrangerait bien aussi. S'il vous plaît. C'est là qu'elle lui apparut pour la première fois, face à lui, et non dans un reflet. Elle le regardait fixement. Son visage ne trahissait aucune émotion. C'était une belle vieille dame, dans les 70 ans. Elle était habillée façon 19e siècle, une robe noire très serrée aux hanches et qui tombait jusqu'aux pieds, relevée sur le séant, aux manches longues, finissant par de la dentelle, comme pour le col fermé jusqu'au cou. Puis elle disparut, s'évanouissant peu à peu dans l'air, comme un fondu au cinéma. Clotaire était adossé à la table, les mains bien accrochées à celle-ci. Vous pouvez revenir? On discutera un peu, non? Il attendit un peu, mais le fantôme ne revint pas. Il passa la main dans l'espace où s'était retrouvée l'apparition, mais il n'y avait rien. Ah putain, j'aurais dû essayer de la toucher. En même temps, il se demandait s'il n'avait pas tout simplement des hallucinations. Il devait à tout prix joindre son toubib, mais aujourd'hui, samedi, il ne travaillait pas. 6h30 du matin, trop tôt pour appeler qui que ce soit. Et pourtant, là, maintenant, il avait envie de lancer un grand et sonore appel au secours. Ah! Cria-t-il, mais personne ne pouvait l'entendre. Cela dit, et pour se rassurer, maintenant il savait qu'il y avait un fantôme. Le truc serait de le photographier. Ça s'annonçait être une bonne idée. Il monta dans son débarras et se saisit de son matériel photographique. Enfin, juste l'appareil et un objectif 50 mm, suffisant pour un portrait de revenant dans une maison. Il ne le quittera plus. Que pouvait-il bien faire maintenant? Prendre une douche et ranger la vaisselle? Curieusement, il n'avait plus qu'une hâte, c'est que la vieille dame revienne au plus vite. La matinée passa lentement. Il déambulait dans la maison, ne sachant quoi faire. Il posait quelques objets sur les tables ou les meubles, les prenait en photo et revenait plus tard pour voir s'ils n'avaient pas bougé. Le fantôme ne se manifestait toujours pas, et son envie d'appeler un ami lui était un peu passée. Il voudrait tant avoir une preuve à fournir. Malheureusement pour lui,
sa colocataire évanescente ne se remontera pas pendant plus d'une semaine. Voilà pour la suite. N'hésitez pas à vous procurer Le Cheveu de Didier Bloch. Bonne journée!